Le Congo-Brazzaville accueille aujourd'hui le président ivoirien Alassane Ouattara. Le chef de l'État est invité par son homologue congolais Denis Sassou Nguesso pour une visite de 3 jours. Le foncier rural, la nationalité ivoirienne, la gestion des finances publiques, toutes ces questions ont été abordées hier en Conseil des ministres. D'importantes décisions ont été prises. Vous entendrez dans cette édition le porte-parole du gouvernement ivoirien. C'est la saison des pluies, une période propice pour les vendeurs de parapluies pour faire de bonnes affaires. Ces parapluies, moyens de protection contre la pluie, s'arrachent comme de petits pains par les clients. Nous ferons le constat dans cette édition avec notre reporter. Ajoutée au sommaire de cette édition, la page sport avec Anne-Marie Nguesson. Nous parlerons notamment du départ des éléphants de Côte d'Ivoire en Gambie et c'était hier après-midi. Merci de choisir le journal de RTI 1 pour vous informer. Bienvenue à vous. Le président de la République, Alassane Ouattara, je vous le disais, a quitté Abidjan donc aujourd'hui et c'était tout à l'heure à 12 h pour Brazzaville au Congo. Le chef de l'État se rend au Congo pour une visite officielle du 7 au 9 juin à l'invitation de son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Une visite de 3 jours qualifiée d'historique parce qu'elle est la première d'un chef d'État ivoirien au Congo. Avec Viviane Aimé, nous allons voir maintenant les enjeux de cette visite du président de la République au Congo. On pourrait parler d'ores et déjà de réchauffement des relations entre Abidjan et Brazzaville. Face au grand fleuve Congo qui la sépare de sa grande voisine Kinshasa, Brazzaville paraît une ville de taille moyenne. Avec sa longue corniche aménagée le long de sa berge, ses bâtiments à l'architecture simple qui témoignent de son passé d'ancienne ville, Brazzaville donne aux visiteurs qui arrivent l'impression d'une ville à la fois reposante et coquette, avec ses rues propres. Il faut mentionner que la vente de sachets plastiques, déchets des villes modernes africaines, est interdite ici depuis 6 mois. Riche de son glorieux passé, on se souvient qu'elle fut au temps colonial la capitale de l'Afrique équatoriale française et qu'à ce titre, elle a abrité d'importantes rencontres comme la conférence de Brazzaville, précurseur des indépendances africaines et au cours de laquelle les colonies françaises ont affirmé devant le général de Gaulle leur choix d'aller à l'indépendance. Brazzaville reste aujourd'hui la capitale politique du Congo. L'activité économique est désormais concentrée dans la ville de Pointe-Noire, située à 520 km, depuis le développement de la production pétrolière dans la périphérie de cette deuxième ville du Congo. Cette manne pétrolière qui est venue redonner souffle à l'économie congolaise représente aujourd'hui 90% de ses exportations. La production de l'ordre de 240 000 barils par jour est assurée par les sociétés Total, Eni, Morel et Prom en partenariat avec la Société nationale des pétroles du Congo dont l'imposant édifice se dresse fièrement dans le centre-ville de Brazzaville. Ce nouvel essor économique se sent au travers aussi des nouvelles réalisations qui ornent la capitale ou sont en cours d'exécution. L'aéroport international Maya-Maya rénové et ses extensions encore en construction, le mémorial Savourian de Brazza, ainsi que les nombreux immeubles en construction et plusieurs voies modernes. Devant cette demande croissante en équipement qui gagne tout le pays, la Chine est sur le terrain pour vendre son savoir-faire, mais d'autres pays également, dont la Côte d'Ivoire qui est présente à travers le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, qui a ouvert depuis 2009 une agence à Brazzaville. L'agence qui occupe le palier d'un immeuble à Poto-Poto, centre-ville, comprend plus d'une vingtaine de travailleurs ivoiriens et congolais. Elle offre comme prestation des études de projet et le suivi et contrôle de travaux. Pour ce qui est des activités propres au Congo depuis 2009, nous sommes occupés de contrôle de route, de beaucoup d'études de route, et puis de beaucoup aussi d'études dans le système d'adduction d'eau. On a aussi la particularité d'un système d'ouvrage, donc nous intervenons sur un projet vraiment particulier qui est le PRCTG,
C'est un projet financé par les fonds PPTE. Donc, nous assistons le maître d'ouvrage. L'expertise du Bénet, c'est une expertise reconnue. Et je pense que ça se porte assez bien. Le Bénet n'est pas la seule entreprise ivoirienne qui est pignon sur rue au Congo. D'autres entreprises ivoiriennes sont également présentes, dont la dernière en date, la compagnie Air Côte d'Ivoire qui assure une desserte sur Brazzaville. Depuis la dernière crise post-électorale qui a vu l'afflux de nombreux Ivoiriens au Congo, le nombre d'Ivoiriens dans ce pays atteint aujourd'hui près d'1 millier de personnes. Le Congo, pays hospitalier, compte également sur son sol de nombreux ressortissants africains. Il est donc certain que la visite d'État du président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, du vendredi 7 au dimanche 9 juin dans ce pays, va à coup sûr relancer la vieille amitié qui a toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Congo en lui donnant un cachet officiel. Une des attentes de cette visite d'État reste l'espoir de la création d'une ambassade de Côte d'Ivoire au Congo. Et je vous le disais, c'est tout à l'heure à 12 h que le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Brazzaville au Congo. Le chef de l'État se rend dans ce pays, donc au Congo, pour une visite officielle du 7 au 9 juin à l'invitation du président congolais Denis Sassou Nguesso. C'est la première visite d'un président ivoirien au Congo, une visite historique qui devrait permettre le renforcement des relations entre les deux pays. Avant cette visite qu'il entame donc aujourd'hui au Congo, le chef de l'État a présidé hier un conseil des ministres à la présidence de la République, ici en Côte d'Ivoire. Parmi les questions évoquées, le foncier rural, la nationalité ivoirienne, la gestion des finances publiques. Awa Touré nous fait le point. La nationalité ivoirienne et le foncier rural, deux questions à l'origine des différentes crises en Côte d'Ivoire, pourraient trouver une solution durable. Au cours du Conseil des ministres du jeudi 6 juin, le gouvernement a adopté 2 projets de loi sur le foncier rural et l'acquisition de la nationalité par déclaration des personnes nées avant 1961 et des mineurs avant le changement du Code des nationalités en 1972. Et cela conformément aux dernières dispositions de l'accord de l'INASMA-Koussi, disposition acceptée par ailleurs par l'ensemble des acteurs politiques. La question du foncier rural et la question de la nationalité sont au centre des crises, parce qu'il n'y en a pas une seule, il n'y en a pas qu'une seule, des crises que notre pays a vécues depuis 12-15 ans à peu près. Donc c'est important que le chef de l'État trace la ligne pour que notre pays sorte définitivement de ces difficultés-là. Il faut que ces questions soient traitées courageusement. Évidemment, elles seront traitées en prenant en compte les voix des Ivoiriens, puisque ce sont des lois qui vont à l'Assemblée nationale, qui vont faire l'objet de débats. Il s'agit de faire en sorte que les décisions prises mettent définitivement fin à la belligérance entre Ivoiriens sur ces questions en particulier. Le Conseil des ministres a aussi pris une mesure importante pour la revalorisation indiciaire dans le secteur de la santé. Le gouvernement octroie ainsi 400 points d'indice supplémentaires aux cadres supérieurs et 150 au personnel technique de la santé. Le président de la République, Alassane Ouattara, a adressé une lettre de félicitations à Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. La célébration de votre anniversaire officiel me donne l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'à mon nom personnel, mes très vives et chaleureuses félicitations. En cette heureuse circonstance, le peuple et le gouvernement ivoirien se joignent à moi pour formuler des vœux ardents de santé, de bonheur pour votre majesté, de progrès et de concorde pour le peuple ami du Royaume-Uni. Et c'est signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire.
Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan va représenter le président de la République Alassane Ouattara au sommet du G8 sur la sécurité alimentaire qui s'ouvre aujourd'hui en Angleterre. Ce 39e sommet des chefs d'État et de gouvernement des 8 pays du monde les plus puissants économiquement se tient du 7 au 11 juin. Les travaux vont s'articuler autour de la sécurité alimentaire dans le monde. Mais avant cela, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec les parlementaires ouest-africains. La rencontre qui s'est tenue à la primature a été essentiellement consacrée à l'amélioration de la couverture santé universelle dans les pays membres de la CEDEAO. Et l'objectif est de garantir aux populations des soins de qualité à moindre coût. Le reportage du Gavé Blé. La visite des parlementaires de la CEDEAO chez le Premier ministre intervient en marge de la réunion à Abidjan des commissions santé et des affaires sociales du Parlement. Des commissions qui réfléchissent à la stratégie d'accélération de la couverture universelle santé en Afrique de l'Ouest. Les parlementaires de la CEDEAO étaient accompagnés de la première vice-présidente de l'Assemblée nationale ivoirienne, Fandiga Sarah Sako. Au Premier ministre, ils ont réduit leur engagement à offrir aux populations un accès à des soins de santé de qualité et à moindre coût dans la plupart des pays de la CEDEAO. Les couvertures par pays, il y a des pays qui sont à un taux de 15, il y a des pays qui sont à un taux de 30, il y a des pays qui n'ont même pas encore essayé. Et il y a des pays où c'est au niveau corporatiste seulement. Mais il y a aussi des pays qui ont réussi cela au niveau national. Et la Côte d'Ivoire est en train de lancer une action formidable à ce niveau. Et nous l'avons apprécié. Et il y a, je crois aussi, des pays qui ont très bien réussi, comme le Ghana, qui atteint des taux de couverture de 70%. Donc la réunion va nous permettre d'étiqueter les bons exemples et de voir dans quelle mesure on peut les dupliquer, qui envoyer là-bas pour copier justement au bénéfice donc, des populations de l'espace CEDEAO. Le groupe Unilever veut accroître ses investissements en Côte d'Ivoire en construisant plus d'usines et en mettant l'accent sur la formation. C'est le président mondial du groupe Unilever qui l'a annoncé hier au Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Duncan. Gabriel Zani a suivi la rencontre pour vous. Déjà présent dans la vie des Ivoiriens avec ses marques, aujourd'hui le groupe Unilever veut aller plus loin. Il prévoit construire des usines dans les prochaines années et doubler ainsi son chiffre d'affaires. Ce jeudi, le président mondial du groupe Unilever, Antoine de Saint-Afrique, présent à Abidjan, a échangé avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sur les ambitions de l'entreprise. Nos ambitions, c'est de faire croître très rapidement nos activités en Côte d'Ivoire. Investir dans des usines, c'est aussi investir dans des gens, dans du management, pour la Côte d'Ivoire et pour la sous-région. Ambition partagée et encouragée par le Premier ministre. Visitée récemment par le ministre de l'Industrie, Jean-Claude Brou, la directrice de Unilever Côte d'Ivoire avait évoqué des difficultés auxquelles était confrontée l'entreprise, notamment la contrefaçon qui constitue un frein majeur au développement de ses activités. Mais aujourd'hui, cette visite de Antoine de Saint-Afrique est à mettre au compte de la confiance qu'inspirent les autorités ivoiriennes et de tous les efforts consentis pour l'amélioration du climat des affaires en Côte d'Ivoire. Les sites publics et privés illégalement occupés seront libérés avant la fin de l'année. C'est une décision du ministère en charge de la Défense. Pour la réussite de l'opération, le ministre Paul Kofi entreprend une série de rencontres. Il vient d'avoir une séance de travail avec les entreprises du secteur privé dont les unités sont occupées illégalement. Le récit de Mamadou Kouassi. Au regard des nombreux rapports produits par le secteur privé relativement aux entreprises encore occupées par nos hommes, il était nécessaire, avant le démarrage de leur libération, que nous puissions tous nous approprier cette importante opération. C'est en ces termes que le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi, s'est adressé aux représentants de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et de la Chambre de commerce et d'industrie. Les échanges ont porté, entre autres, sur le mode opératoire, la phase de sensibilisation pendant laquelle les propriétaires devront fournir les preuves matérielles que les sites occupés leur appartiennent effectivement. C'est après toutes ces étapes que l'opération proprement dite démarrera. Nous ne lançons pas d'ultimatum. Nous allons axer essentiellement sur la sensibilisation, la communication, parce que les gens un peu partis, souvent c'est parce qu'ils n'ont pas l'information, peuvent quitter et rejoindre leur famille, voyez-vous. Il n'y a plus de belligérance. Les occupations illégales, c'est terminé.
Les militaires vont prendre leurs hommes pour les faire rentrer dans les casernes. Les autres qui ne sont pas militaires, on va les prier de rentrer chez eux. S'ils sont en armes, on va les mettre en rapport avec l'ADDR et le comité national des armes légères pour récupérer les armes et leur proposer des programmes de réinsertion. Pour cette importante opération qui débute à Abidjan, puis à Bouaké avant de s'étendre sur l'ensemble du territoire national, un séminaire de validation du plan d'action se tiendra les 10 et 11 juin prochains à la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, à Abidjan. La Cour suprême a tranché hier. Elle a rendu les derniers résultats des contentieux des municipales et régionales du 21 avril proclamés par la Commission électorale indépendante. Et sur 31 dossiers traités, 29 ont été rejetés. La commune de Doropo et la région du Tchologo reprendront les élections. Le reportage de Victorine Yaoyoboué. En plus d'Anyama, les élections municipales sont annulées à Doropo, commune dans le département de Bouna. Les élections régionales dans le Tchologo sont également annulées. C'est ce qui ressort de l'audience de la Chambre administrative de la Cour suprême chargée de statuer sur le contentieux des élections locales en Côte d'Ivoire. Outre ces 3 annulations, 7 requêtes ont été jugées irrécevables. Les 92 autres requêtes formulées par des candidats malheureux ont été rejetées. C'est le cas par exemple à Djamé, Trècheville et Koumassi. Je suis satisfait pour les candidats du RDR. Dans l'ensemble, nous avons remporté beaucoup de mairies. Nous regrettons surtout les mairies de Trècheville, de Marcory et de Koumassi. Nous comptions beaucoup sur l'annulation. Mais bon, comme nous ne sommes pas dans le secret des délibérations, nous ne savons pas ce qui a pesé. Sinon, le dossier que nous avons déposé à la Chambre administrative de la Cour suprême était assez solide. Le président de la Chambre administrative explique pourquoi tant de requêtes ont été rejetées. Il y a beaucoup de rejets, mais tous les spécialistes du droit électoral savent bien que le contentieux des résultats est un contentieux de la sincérité, ce n'est pas un contentieux de la légalité. Il ne s'agit pas de venir dire que mon adversaire a triché. Il faut prouver que votre adversaire a effectivement triché. Et il est très difficile, ou en tout cas beaucoup de ceux qui nous saisissent sont incapables de nous apporter la preuve. Et si vous n'arrivez pas à apporter la preuve de cette tricherie, le juge n'annulera pas l'élection. Le contentieux électoral vidé, il revient maintenant à la Commission électorale indépendante, CEI, de reprendre les municipales à Anyama et Doropo, ainsi que les régionales dans le Tchologo. Les membres des commissions locales de la CDVR et les plateformes de la société civile des régions du centre et du nord sont en formation à Bouaké. Ils renforcent leurs capacités sur les notions et valeurs de la réconciliation. Charles Tatou. La mise en œuvre du dialogue, phase qualitative de consultation nationale de la CDVR, notamment l'étape de la recherche de la vérité par les auditions des victimes et enquêtes, nécessite que les acteurs locaux de la réconciliation soient formés. D'où ce séminaire de renforcement des capacités d'une 60aine de membres des commissions locales de la CDVR et des plateformes de la société civile. Les participants sont venus des régions de Bouaké, de Katiola, de Korogo, de Bundiali, de Ferkezedougou, de Yamoussoukro et de Dimbokro. Au menu des travaux de leur formation, 5 modules dont la planification et la rédaction des rapports. Il s'agit, pour le porte-parole du président de la CDVR, de leur permettre d'acquérir des notions sur les techniques de sensibilisation et de communication qui les aideront à mobiliser les victimes. Comment s'organiser pour que sur le terrain, déjà au niveau des autres membres des plateformes CDVR et des commissions locales, comment à ce double niveau-là faire en sorte que tout le monde soit au même niveau d'information, et après, comment sur le terrain organiser les activités qui sont inscrites dans la phase qualitative. C'est cet ensemble de choses que nous passerons en revue et que nous indiquerons aux différentes personnes qui participent à ces 3 jours de formation. Préfet de région, 2e et 3e vice-président de la CDVR et représentant de l'ONUCI, partenaire de la CDVR, tous ont encouragé les participants à un engagement sincère pour une réconciliation vraie, gage
du retour définitif de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes dans la saison des pluies, une période propice pour les vendeurs de parapluies pour faire de bonnes affaires. Ces parapluies, moyens de protection contre la pluie, s'arrachent aujourd'hui comme de petits pains par les clients. Le reportage de Doigt de Laser. À Djamé Nangui Abrogwa, nous sommes dans le plus grand marché d'Abidjan. Magasins et rues sont aux couleurs des parapluies. Certains commerçants comme Seydou ou Seyni mettent en veilleuse leurs marchandises habituelles pour faire la place à ce produit qui, selon eux, est le plus sollicité en période de pluie. Quand tu vois de l'autre côté, ça ne va pas, tu changes où ça va. Grâce à le parapluie, on gagne 200, 300 pour se débrouiller. Sinon, moi, je suis vendeur de tissus. Et comme ça ne marche pas, on est rentré dans ce domaine parce que c'est le temps de la pluie. C'est qu'on prend à 1800 à 2000. On a 200 dessus. Quand il pleut trop fort, là, on gagne 10 000 par jour, il passe 5 000. Dans les carrefours au feu tricolore, les commerçants ambulants se disputent la vente des parapluies. Michael Kwame, vendeur ambulant de parapluies, souhaite que la pluie tombe chaque jour au profit de son petit commerce. À cause de la pluie, il vient vers les 10 heures. Voilà, la pluie fait mon bonheur. Le soleil aussi fait mon bonheur. Ça me plaît que la pluie vienne et vende parce que j'ai un enfant à la maison. J'ai 2 enfants. Si elle n'est pas vend au feu là, je ne vais pas gagner l'argent. Le début de la saison des pluies fait déjà ses effets à Abidjan. Les embouteillages de véhicules, des inondations de routes sont parfois les conséquences récurrentes. Les travailleurs, premières victimes de la saison des pluies à Abidjan, se disent inquiets. La saison de pluie nous crée beaucoup de désagréments. Des caniveaux qui sont bouchés avec le sable, n'est-ce pas? Ces caniveaux-là ne sont pas curés. Donc il y a énormément d'eau sur les voies. Nous sommes de l'autre côté du pont aussi. Pour l'échangeur qui est en construction, il y a un rétrécissement de la voie. Donc, ça crée beaucoup de désagréments avec les embouteillages. On est obligé d'attendre 6 heures, n'est-ce pas, le lever du jour pour sortir. Et souvent sous la pluie. Naturellement, les retards vont jouer sur le rendement. Dans la région du sud de la Côte d'Ivoire, la grande saison des pluies s'étend de juin à août, 3 mois environ. Et les commerçants de parapluies peuvent se frotter les mains. Et ce retour de la pluie à Abidjan constitue une menace pour les quartiers précaires construits sans aucun plan directeur. Qu'est-ce qui est prévu justement pour protéger les populations de ces quartiers contre les risques d'inondation? Ce sujet sera abordé dans votre magazine de ce dimanche 9 juin au journal de 13h et c'est bien sûr sur RTI 1. On passe maintenant à la page sport. Nous avons avec nous Anne-Marie Nguessan. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Marie-Laure, bonjour à tous. Alors on commence avec le mondial 2014 qui se prépare et les éléphants de Côte d'Ivoire sont partis en Gambie. C'est cela. Ce sont des éléphants très déterminés qui se sont envolés hier après-midi pour Banjul où ils en découdront demain avec les Gambiens dans le cadre des éliminatoires du mondial 2014. Ange Alain Asokro. 72 heures avant leur opposition déterminante contre la Gambie pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient rendez-vous au GATL pour le départ. Une délégation de 58 personnes était à l'aéroport. On y compte des membres du ministère des Sports, des responsables de la Fédération ivoirienne de football, des journalistes, le staff médical, le sélectionneur national Sabri Lamouchi et les joueurs. Tous étaient présents et disponibles, nouveaux appelés comme anciens. Pour nous, c'est primordial de prendre 3 points en Gambie. Et voilà, on sait qu'on aurait une tâche assez difficile. Mais voilà, on va faire avec nos capacités et nos possibilités. Je sens un groupe, malgré pour certains une saison longue, fatigante, usante, stressante. Des garçons qui sont heureux d'être ensemble et qui ont envie de bien faire. J'avais déjà parlé avec le coach plusieurs fois. Et là aujourd'hui, voilà, venir en Côte d'Ivoire avec des gars que je connais, contre qui j'ai déjà joué, etc. Et on se retrouve en sélection, c'est très intéressant. Je suis très content d'être là et j'espère qu'on va faire des bonnes choses. Je sais que le coach il a fait appel à de bons joueurs qui peuvent remplacer valablement ceux qui ne sont pas là. Et je pense que c'est ça la force de l'équipe nationale, c'est qu'il y a des jeunes qui montent en puissance et qui apportent le plus à cette équipe-là. Ce n'est pas des très grandes équipes, c'est quand même des matchs difficiles, surtout la Gambie, je pense que ça va être difficile, le terrain ne va pas être top, donc je pense qu'il faut venir là et donner 100% pour prendre les 3 points. Quand je suis sur le terrain, je donne tout et je ne vais pas regretter après. Et je pense que j'ai un bon état d'esprit qui va permettre que je puisse vraiment jouer ce match comme vous l'attendez. La délégation ivoirienne a embarqué
Dans cet appareil, un MD-80, un vol spécial affrété à destination de la Gambie. Il est 15h45 lorsque l'avion des éléphants prend son envol, portant tous les espoirs de qualification des Ivoiriens pour Brésil 2014. Voilà Anne-Marie, c'était le départ. Maintenant, on va voir l'arrivée des éléphants. Tout à fait. Dirigeants, encadreurs et joueurs ont foulé le sol gambien hier aux environs de 18h. Voyons ensemble l'ambiance qui a prévalu à leur arrivée avec Sébastien Ounier. Ils ne seront jamais seuls, ces éléphants de Côte d'Ivoire. En Gambie, la modeste communauté ivoirienne s'est mobilisée pour leur apporter son soutien. L'attente à l'aéroport international de Banjul est longue, mais ne constitue en rien une inquiétude. L'essentiel, c'est ce qui se passe en ce moment sous vos yeux. Ils veulent les voir de près, les toucher, leur dire que nous sommes là pour vous. Longtemps, on a entendu, on a vu nos amis là à la télévision. Ce n'est pas une occasion pour tout le monde de les voir comme ça. Vis-à-vis, leur serrer la main. En tout cas, aujourd'hui, c'est notre jour. C'est un grand bonheur. C'est un grand bonheur de voir déjà que sur cette terre gambienne, l'équipe nationale vient dans de très bonnes conditions rencontrer leurs frères gambiens, même si c'est une opposition, jouer, échanger un tout petit peu et puis en plus de cela, gagner le match et retourner en Côte d'Ivoire. Ces supporters ivoiriens souhaitent une seule chose, la victoire. Waouh! La Gambie et la Côte d'Ivoire, c'est comme le jour et la nuit. Eux-mêmes savent qu'on viendra les donner les cartons de but et puis se retourner dans notre pays. Nous sommes venus ici pour vibrer de manière positive, pour remonter le moral de nos joueurs afin qu'ils s'assurent d'une victoire qui sera juste à nos portées. Rendez-vous samedi 8 juin 2013. La communauté ivoirienne est prête et mobilisée. Voilà, après ce match Gambie-Côte d'Ivoire, les éléphants enchaîneront avec la 5e journée prévue le 16 juin en déplacement contre la Tanzanie. Il faut aussi dire que pour le classement FIFA du mois de juin, les poulains de Sabri Lamouchi occupent la 13e place et restent en tête des meilleures équipes africaines. Alors Anne-Marie, une information en Ligue 1 avant de poursuivre. Tout à fait, avec la 23e journée de la Ligue 1 qui se jouera ce dimanche 9 juin. Nous aurons Asec Denguele au Champrou, Efim Afad au Parc des Sports, Essoua Bassam à Yamoussoukro, Gayoua JCA Trècheville à Gagnoua, Asie Sewe Sport à Abangourou, Seoka Benjeville à Boaké. Et puis le lundi 10 juin, Africa Sport Stella au stade Robert Champrou de Marcory. Signalons par ailleurs que suite à son absence lors du match Africa Sewe Sport du lundi 3 juin dernier, l'Africa Sport a été déclaré forfait par la commission de discipline. Le club vert et rouge est donc frappé d'une amende de 300 000 francs CFA à payer à la Fédération ivoirienne de football. On passe maintenant à l'athlétisme avec une autre performance de Muriel Aouré. C'est cela, la sprinteuse ivoirienne Muriel Aouré a encore fait sensation. Elle a remporté le 200 mètres du meeting de la Ligue de Diamant au stade olympique de Rome. En 22 secondes 36 centièmes, elle a amélioré son record personnel de 11 centièmes et mieux. Muriel Aouré a battu à cette course la championne olympique en titre Alison Félix, arrivée deuxième en 22 secondes 64 centièmes. Il faut aussi dire que l'Ivoirienne a du coup réalisé les minima pour les prochains championnats du monde d'athlétisme. Et on va terminer en beauté, Anne-Marie Nguessan, pour parler de la journée sportive de la femme. Tout à fait. Le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs a organisé, à travers sa direction des sports de masse et du sport féminin, une journée sportive à l'intention des femmes. Le reportage de Sébastien Ounier-Aïwa. Le fitness a été choisi par les organisateurs pour ouvrir ces activités sportives. Au son de la musique, les femmes à l'image de Maman Ouloto, les femmes du district et les Rondes Mabel ont dépensé un peu d'énergie. Au chapitre des activités sportives pour la journée, une course de relais remportée brillamment
par le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Du football au féminin, soldé par des tirs au but. Handball, l'équipe du ministère a démontré sa vitalité au maniement de la petite balle. Au chapitre des allocutions, l'accent a été mis sur la participation des femmes à la pratique du sport. Toutes les mamans ont été félicitées pour leur mobilisation. Cette belle cérémonie qui magnifiait la femme à l'occasion de la fête des mères a pris fin par un concours de danse, un showtime, des rondements belles et une marche en fanfare. Rendez-vous pour la 3e édition. La Fédération ivoirienne de football informe les clubs, la presse et le public sportif que l'entente sportive du Bafing Ligue 2 a été victime d'un braquage dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 juin 2013 sur l'axe Diokwe-Bangolo. En effet, se rendant à Mans en vue de préparer son prochain match de championnat, l'ES Bafing a été la cible de personnes armées non identifiés qui ont mitraillé le minibus transportant joueurs et encadreurs. Ayant pu échapper à ces agresseurs, l'équipe de l'ES Bafing déplore 8 blessés qui ont été conduits d'abord à l'hôpital de Bangolo, ensuite à celui de Mans. Compte tenu de tout ce qui précède donc le match ES Bafing Sabé Sport de Bouna, comptant pour la 21e journée initialement prévue le lundi 10 juin à Mans, est reporté à une date ultérieure. Voilà, merci pour votre attention et puis prenons tous rendez-vous demain à partir de 16h30 sur RTI1 pour la rencontre Gambie-Côte d'Ivoire. Et la victoire de la Côte d'Ivoire, bien sûr. Tout à fait. Merci beaucoup Anne-Marie Nguessan. On vous retrouve vendredi prochain. C'est cela. Ce rappel, avant de nous séparer, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan pour Brazzaville au Congo. Le chef de l'État est invité par son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso, pour une visite de 3 jours, une visite qualifiée d'historique parce qu'elle est la première d'un chef d'État ivoirien au Congo. Voilà, merci pour votre aimable attention.